Merci. Merci de votre présentation, merci de votre invitation. C'est pas très facile de parler après, à la fin de ces journées où on a entendu tant et tant de choses magnifiques. Mais enfin, je le ferai de mon mieux. Alors, la guerre a bouleversé l'amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Blaise Cendrars, qui lui-même a vécu cette expérience dramatique. Mais encore, qu'est-ce que cela veut dire? Comment les hommes et les femmes ont-ils vécu la guerre, non seulement dans leur rapport affectif, amoureux, sexuel, mais plus largement dans tout ce qui fait leur relation, la vie familiale, l'intimité, le public, le privé, le travail, l'écriture, l'image, le corps et l'âme. Dans l'immédiat d'un conflit qui s'est révélé interminable, à plus long terme, dans la paix retrouvée comme une terre dévastée, une maison détruite ou méconnaissable. Quels ont été les effets de la Grande Guerre sur les rapports de sexe dans tous les domaines du pouvoir et du savoir? Est-ce une rupture ou un infléchissement de mutations antérieures? Immense question que je ne pourrais qu'effleurer. Je voudrais d'ailleurs d'abord vous dire un petit mot des recherches et de l'historiographie et des sources. Les recherches, depuis quelques années, se sont beaucoup développées sur la Grande Guerre et depuis une quinzaine d'années autour du corps. Le corps guerrier, le corps mutilé, le corps au travail, le corps souffrant, le corps dans tous ses états. C'est quelque chose de très important qu'on doit en particulier à Stéphane Audouin-Rousseau et à toute l'équipe qui a travaillé autour de lui, Annette Becker également. Il y a eu tout un renouvellement des études sur la guerre autour de ces thèmes-là. Et puis, d'autre part, l'histoire en général, depuis une vingtaine d'années, là je pense par exemple à tout ce qu'a apporté Alain Corbin, à réintégrer les émotions, le corps, la grande histoire du corps, justement, dirigée par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello. Donc tout cela est entré dans l'histoire et est entré dans la Grande Guerre également. C'est donc ainsi que l'intimité, en somme, on n'avait pas du tout autrefois fait l'histoire de l'intimité dans la Grande Guerre, mais là, l'historiographie récente l'a tout à fait prise en compte. Bien entendu, l'histoire a réintégré la littérature. Ça paraît ridicule de dire ça, mais les historiens, pendant longtemps, ont été assez distants par rapport à la littérature, source impure, en quelque sorte. Ils l'ont retrouvée d'une autre manière, et pour le sujet qui nous importe, la littérature est tout à fait fondamentale. Les romans, tous ceux que nous connaissons, bien sûr, que je ne vais comme ça que rappeler, quitte à en utiliser quelques-uns tout à l'heure, Proust et Le Temps retrouvé, Le Diable au corps, publié en 1923 et qui a fait scandale au moment où il a été publié. Colette, La fin de Chéri, dont je reparlerai parce que c'est un texte important. Martin Dugard surtout, L'été 14 et l'épilogue des Thibauts, si pertinent pour notre sujet. Je vous le rappelle, l'auteur dans l'épilogue tente, au travers du regard d'Antoine, de porter un regard sur les effets de la guerre, sur les individus qui l'ont vécu, évidemment Antoine et son entourage. Antoine revient du front, il va dans son appartement de la rive gauche, ne le reconnaît pas. Ça lui est indifférent. Il est hypérité à mort, il le sait, il va mourir, il le sait. Son frère Jacques a été tué. Alors qu'il voulait faire la révolution, son avion s'est effondré. Il a été ramassé par des soldats du front qui l'ont appelé fragile parce qu'il était dans une caisse où il y avait marqué fragile, qui l'ont emmené avec eux dans l'idée de le faire prisonnier, et puis qui finalement, acculés au mouvement même de la guerre, l'ont descendu en le traitant de fumier.
pas fumier parce qu'il était passé de l'autre côté. Histoire dramatique, évidemment, de la guerre. Antoine parle aussi de Daniel de Fontanin, leur grand ami, qui est rentré de la guerre impuissant. Il l'écrira à Antoine, « Je ne suis plus un homme ». C'est la blessure qui l'a rendu impuissant. Et puis les femmes. Les femmes, Madame de Fontanin, la mère de Daniel et de Jenny, qui dirige un hôpital, qui y trouve, semble-t-il, un accomplissement et un bonheur, pouvoir des femmes, semble dire Martin Dugard. Et puis c'est Jenny qui a eu de Jacques, dans l'unique nuit d'amour qu'elle a passée avec lui, un enfant, Jean-Paul. Et ce Jean-Paul est pour Antoine l'avenir. Il y a 2 lignes mélodiques au moins qui se déroulent dans cet extraordinaire épilogue des Thibaux. Il y a d'une part, justement, une idée sur les rapports entre les hommes et les femmes. Au fond, pour Antoine, les hommes ont perdu, d'une certaine manière. Les femmes sont là, elles ont gagné quelque chose, elles ont continué. Les hommes sont morts, impuissants, lui, il va mourir. Et l'espoir, l'avenir, c'est l'enfant. C'est l'enfant, et il y a le dernier mot d'Antoine, comme le dernier mot du roman, c'est Jean-Paul. Jean-Paul qui ouvre l'espoir, en quelque sorte, vers l'avenir. Voilà un texte absolument magnifique qui suggère, en quelque sorte, une véritable subversion des rapports de sexe au profit des femmes, au profit, entre guillemets, des femmes, mais aussi de l'enfant. Beaucoup d'autres textes pourraient être cités, par exemple Chéri, Chéri dans le même sens, Chéri chez Colette, qui ne retrouve absolument pas sa place entre sa femme et sa vieille maîtresse, et qui ne cesse de dire « Qu'est-ce que je fais là ?» Et finalement, vous savez qu'il choisit de se suicider. Aurélien, le roman éponyme d'Aragon, écrit plus tard. Bien entendu, il faudrait faire la chronologie de ces romans pour voir à quel moment, comment ils ont été pensés. Mais Aurélien est tout à fait cela. Il n'a plus cœur à rien, dit-il. Je ne suis jamais sorti tout à fait de la guerre. On lui parle de mariage, on lui parle d'enfants, il pense au champ de bataille, idéalisé comme un moment de fraternité virile. Aragon, rien ne ressemble à l'amour comme la mort. La guerre a rendu la rencontre des sexes impossible parce qu'ils se sont perdus de vue, et le désastre collectif rend le bonheur irréalisable. Il n'y a pas d'amour heureux. Des messages d'Aragon. Alors ce mal-être des hommes, on a même pu parler de véritable crise d'identité sexuelle. Est-ce qu'il avait son correspondant chez les femmes? La littérature en parle moins, parce qu'il y a moins d'écrits de femmes, en général à cette époque, et moins sur ce sujet. Mais bien d'autres sources nous permettent de compenser ce silence, et notamment tout ce qu'on appelle la littérature personnelle, c'est-à-dire les journaux intimes, les correspondances tellement importantes, les autobiographies. Et ces sources-là sont quelque chose, on l'a rappelé hier, Antoine Compagnon l'a rappelé hier, quelque chose d'absolument essentiel. La guerre de 14-18, il l'a dit, je ne fais que répéter, a été un immense atelier scripturaire. Ces gens éduqués, qui savent lire et écrire, écrivent. Les poilus ont des carnets, notent, ils ont la pression de vivre quelque chose, un événement. Et donc il faut consigner ce qu'ils vivent, d'où ces carnets où ils racontent un peu tous les jours ce qui se passe, pour un très grand nombre d'entre eux. Et puis il y a les correspondances. Alors les correspondances, ça a été véritablement les respirations de la guerre. On en a parlé hier, je vais encore un petit peu en parler aujourd'hui. N'oubliez pas, 1 million de lettres étaient échangées par jour. 1 million de lettres par jour. Je ne parle que de la France.
soit près de 5 milliards de lettres pour l'ensemble de la période. C'est évidemment quelque chose de suffocant, et ce sont des sources tout à fait importantes. Bien entendu, ces sources, nous les avons souvent perdues. On n'a pas gardé l'ensemble de ces lettres, mais enfin, on en a gardé quand même beaucoup. Et un certain nombre, peu par rapport à tout ce qui a été écrit, vous allez le voir, un certain nombre ont été publiés. Par exemple, on a publié 16 correspondances croisées, hommes-femmes, entre 1915 et 1990. 16, pour cette période, ce n'est pas beaucoup. Mais depuis l'an 2000, et c'est un signe de l'intérêt et pour la guerre et pour cette littérature, on en a publié 24. Vous voyez, on en a publié beaucoup plus dans les 15 dernières années que pendant 50, 60 ans du 19e siècle. Alors, ces sources-là sont extrêmement intéressantes et importantes, et je voudrais citer une thèse dont je me suis largement inspirée pour l'exposé d'aujourd'hui. C'est la thèse magnifique que Clémentine Vidal-Naquet, sous la direction de Stéphane Audouin-Rousseau, vient de faire à partir d'un certain nombre de correspondances. Thèse qui va paraître ces jours-ci aux Belles Lettres et qui accompagne une anthologie de la correspondance conjugale qui, elle, est déjà parue depuis quelques jours. Le titre magnifique s'appelle « Te reverrai-je ». Te reverrai-je. C'est un leitmotiv des lettres que s'adressent les hommes et les femmes qui s'écrivent. Alors Clémentine Vidal-Naquet a travaillé à partir des correspondances déposées dans un lieu qui est un lieu étonnant pour les historiens, qui s'appelle l'APA. L'APA, c'est l'Association pour l'autobiographie. Cette association, APA, a été créée il y a environ une quinzaine d'années par Philippe Lejeune. Et je ne peux pas vous raconter toute cette histoire, mais le résultat, c'est que dans la ville d'Ambérieu, en Bugey, dans l'Ain, il y a une bibliothèque qui s'est en quelque sorte vouée à la réception de tous ces textes personnels, autobiographies, journaux intimes, correspondances. Tous les gens qui veulent déposer leurs archives familiales, quelquefois les gens ont des sources qu'ils ne savent pas très bien, ils ne veulent plus les jeter. Maintenant, on a pris conscience de l'importance de ces archives. Les gens ne veulent plus les détruire, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, ils peuvent les déposer là. Et le résultat, c'est que depuis la quinzaine d'années, même peut-être 20 ans maintenant, que cette APA existe, il y a plus de 4000 documents de l'ordre de ce que je viens de vous dire. Donc, sur la vie privée, sur la vie intime, sur la vie personnelle, voilà un dépôt d'archives absolument formidable pour les historiens. C'est là que Clémentine Vidal-Naquet a puisé sa matière. Elle a retrouvé, pas seulement là, ailleurs aussi, donc je ne vais pas détailler ça, mais là beaucoup. Et elle a utilisé systématiquement 70 correspondances conjugales, parce que sa préoccupation, ce sont les correspondances conjugales. C'est ça qui l'intéresse. Mari et femme dans la guerre à travers leurs correspondances conjugales. Elle en a étudié 70, qu'elle a évidemment choisi en fonction de leur intérêt, et c'est ceux-là qui fondent la thèse dont je vous ai parlé et l'anthologie dont je vous ai également parlé. Mais je dirais, je me suis beaucoup appuyé là-dessus, mais il n'y a pas que cela. On vient de publier la correspondance de Louis Pergaud. Alors Louis Pergaud, la correspondance de Louis Pergaud avec sa femme Delphine la bien-aimée en quelque sorte. Louis Pergaud vous est très connu à cause de la guerre des boutons, qu'il a publié en 1912. Mais en fait, à l'époque, Louis Pergaud était surtout connu pour son prix Goncourt, attribué en 1910 à un roman complètement oublié aujourd'hui, enfin de moi en tout cas, qui s'appelle Goval et Margot.
sais pas si vous avez lu ça, mais moi, j'ai jamais lu ce roman de Louis Pergaud. Et on vient de publier cette correspondance de Louis Pergaud à Delphine. Et alors, ce qu'on observe dans cette très belle correspondance, c'est une extraordinaire dissymétrie sexuelle. On a les lettres de Louis à Delphine, mais on n'a pas publié, peut-être même on n'a plus, je ne sais pas, les lettres de Delphine à Louis. Et cette dissymétrie sexuelle, on la retrouve dans à peu près toutes les correspondances. Alors c'est intéressant, ça pose un problème, évidemment. Ça se comprend très bien d'un autre côté. Les femmes à la maison recevaient les lettres, les conservaient, bien sûr, elles les conservaient. Et par contre, les hommes aux tranchées, ils ne peuvent pas les conserver toujours, tout au moins. Ils sont amenés à changer de lieu de campement, il faut alléger le barda qui est terriblement lourd, ils détruisent souvent, et puis il y a les combats eux-mêmes, hein, les combats eux-mêmes qui ont détruit leur corps et qui ont détruit leurs biens. Si bien qu'il y a énormément de correspondances de femmes qui sont à jamais détruites et disparues. Mais ceci étant, cela pose la question de la dissymétrie sexuelle des sources pour parler de tout ce que nous évoquons en ce moment. Cette dissymétrie sexuelle, elle est classique en histoire. On peut se demander parfois si la guerre ne l'a pas aggravée. Ça se comprend encore une fois très très bien. La mémoire, on conserve la mémoire des morts, enfin c'est ceux-là qui comptent de ceux qui sont partis, et on regarde beaucoup moins ceux qui sont restés. À la limite, leur histoire est considérée comme moins importante, et la dissymétrie sexuelle s'affiche évidemment, c'est inévitable, bien entendu, sur les monuments aux morts de la guerre. Les hommes, les femmes, où sont-elles et que faisaient-elles? Voilà, c'est évidemment une très très grande question. Alors, pour bien... voilà pour les sources et pour les travaux. Pour voir les changements que la guerre a pu apporter dans les rapports entre les sexes, il faut jeter un coup d'œil, il faudrait même jeter plus qu'un coup d'œil sur l'avant-guerre. Qu'étaient les rapports masculins-féminins? Je ne parle pas pour tout au cours du 19e siècle, ce serait évidemment beaucoup trop long, mais par exemple à la Belle Époque. Hein, la Belle Époque, comme on dit, Belle Époque, vous connaissez la locution, elle n'a pas été belle évidemment pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans le sujet qui nous intéresse? Stefan Zweig, dans son magnifique Le Monde d'hier, qui a été évoqué plusieurs fois depuis hier justement, parle de cela. La Belle Époque, pour lui, la période 1900-1914, a été une période extraordinaire dans le domaine des sciences et des techniques. Là, pour lui, il y a eu une évolution, notamment des techniques du point de vue de la communication. Il insiste beaucoup là-dessus, sur ce que nous appellerions les médias aujourd'hui. Par contre, il est très frappé du côté glaciation, au fond, des rapports entre les sexes. Il a là-dessus des pages passionnantes, je n'ai guère le temps de les lire maintenant, où il évoque sa propre éducation rigide, c'est pas, étouffante, où véritablement les garçons étaient entre eux et les filles, les femmes tellement loin, les femmes tellement loin qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et ça rend très difficile le rapport entre un homme et une femme, entre un jeune garçon et une jeune fille. Et on pense à Kafka, Kafka disant rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille. C'est pas, rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille. Il avait la conscience de l'enfermement des femmes et des filles dans leur monde, dans leur éducation. Et lui-même, vous le savez, avait des grandes difficultés dans les rapports avec les jeunes filles et avec les femmes et ces fameuses fiancées. Mais ils nous parlent tous les deux de l'Europe centrale, de l'Empire austro-hongrois et finalement de Vienne. On a parlé ce matin de la naissance de la psychanalyse, je ne vais pas naturellement me hasarder dans ce chemin, mais on voit bien comment la psychanalyse a pu naître dans ce contexte de rapport entre les sexes. Dans le monde occidental, c'est différent.
Il y a, à cette époque, une grande évolution dans les rapports entre les sexes, dans le rapport entre l'individu et la famille, et dans la condition des femmes elles-mêmes. Évolution de la famille. Le droit, par exemple, je prends que la France, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Le droit au divorce existe depuis 1884, la loi Naquet. Depuis, les divorces n'ont cessé d'augmenter. L'idée qu'on peut rompre un mariage si on n'est pas heureux, si on ne s'aime plus, est quelque chose qui pénètre dans un monde qui véritablement réprouvait cette idée. Et il y a effectivement de plus en plus de divorces entre 1900 et 1914. D'autre part, il y a, et ça alarme beaucoup les moralistes français, il y a une diminution, on a beaucoup de courbes démographiques pour cette époque, la diminution de la natalité est également très forte, et les moralistes disent, à côté de l'Allemagne, qui a une démographie triomphante en quelque sorte, beaucoup d'enfants, eh bien la France est fragile. Voilà. Et il y avait, par exemple, le docteur Bertillon avait fondé une alliance pour la population française où il voulait analyser ces choses et faire de la propagande pour augmenter cela. Et il y avait une très forte propagande contre les néo-malthusiens, car il y avait tout un mouvement qu'on appelait néo-malthusien, qui était un mouvement qui voulait la contraception. Il ne parlait pas beaucoup d'avortement, il parlait de contraception. Pour eux, ils voulaient limiter les naissances, c'était au fond des disciples de Malthus, d'une certaine manière. Et il y en avait en France de très très actifs, des hommes, des femmes, et le mouvement ouvrier français était néo-malthusien. C'était quelque chose qui était important. Ouvrier, si tu veux être heureux, fais moins d'enfants. Il faut dire que dans la classe ouvrière, c'était certainement la classe qui faisait le plus d'enfants. Comme disait un héros, une héroïne de Zola, ces ouvriers qui pondent des enfants comme des mouches. Et ça, c'était un petit peu l'idée que l'on avait en effet. Alors donc, il y a crise de la famille, c'est les mots qui sont employés à l'époque, crise du mariage. Le mariage est d'ailleurs critiqué par des tas de gens. Je ne citerai que Léon Blum, qui publie en 1907 un traité qui s'appelle « Du mariage ». Et Léon Blum, que dit-il ? Il critique l'hypocrisie du mariage bourgeois. Il fait l'apogée de l'union libre. De toute façon, mariage ou pas, le mariage c'est quand même très bien, dit-il, il faut toujours faire une période d'essai. Les jeunes gens devraient vivre ensemble avant de se marier. Et il dit que lui-même, eh bien, il a fait cela et qu'il s'en trouve très bien. Autrement dit, on ose, à cette époque, critiquer des institutions comme le mariage, quand même, ciment de la société française, et on ose parler de contraception, chose qui, évidemment, était tout à fait tabou quelques années auparavant. Et les femmes, eh bien, les femmes, oui, elles commencent à s'émanciper. Elles commencent à s'émanciper de différentes manières. D'abord, ne serait-ce que dans les modes. On va reparler tout à l'heure des cheveux coupés, les cheveux courts des années 1920, mais des femmes se faisaient déjà couper les cheveux avant 1914. Colette en est l'exemple le plus célèbre. C'est elle qui, une des premières, s'est fait couper. Ça faisait beaucoup de peine à Sido, sa mère, s'est fait couper sa chevelure brune, très belle par ailleurs. Bon, donc les jupes raccourcissent, n'est-ce pas ? Les femmes font un peu de sport, elles font de la bicyclette. Et c'est d'ailleurs pour la bicyclette qu'elles commencent à porter des pantalons, des espèces de bloomers à l'américaine. Donc ces petits signes-là montrent que les femmes sont en train de sortir un peu du carcan. Mais aussi, les femmes travaillent davantage. Les femmes ont toujours travaillé, il faut faire attention à ça, toujours. Mais la question est l'accès au métier et au salaire. Ça, c'est ça. Quand on parle de travail des femmes, c'est généralement de cela qu'on veut parler. Eh bien, ça augmente, le pourcentage de femmes actives, salariées dans des métiers augmente, et on voit des femmes. Alors, bien, certes,
les secteurs restent traditionnels, c'est-à-dire ce sont des secteurs de domesticité. Les femmes sont bonnes à tout faire, elles sont infirmières, elles sont dans les métiers de soins traditionnels. Mais quand même, on les voit timidement arriver dans les usines métallurgiques. Dans le textile, elle y était depuis bien longtemps. Et puis on les voit prendre différents... Et surtout, on les voit arriver dans ce qu'on appelle les professions de prestige, c'est-à-dire avocates, médecins, toute profession qui était jusque-là totalement fermée aux femmes. D'ailleurs, pour que Jeanne Chauvin, qui a été la première femme avocate française vers 1902 ou 3, pour qu'elle puisse être avocate, il a fallu voter une loi. Il a fallu voter une loi pour lui permettre d'accéder au métier d'avocat. Enfin, et on a dit à l'époque que l'affaire Chauvin était un équivalent de l'affaire Dreyfus. Exagéré, mais bien entendu. Mais cela voulait dire que ça a soulevé dans l'opinion un tonnerre de discussions et très important. Et des médecins, on les voit arriver par les femmes immigrées. Les juives arrivant de Russie ou de Pologne avaient appris la médecine, curieusement, dans les universités russes ou polonaises. Et elles sont chassées par les pogroms, elles arrivent en France, et là, on va quand même essayer de leur permettre de continuer en quelque sorte leur métier. Et ce faisant, elles ont ouvert la porte à beaucoup d'autres femmes qui commencent, avant 14, à pénétrer dans le milieu des médecins. Alors, autre signe d'émancipation des femmes, le féminisme. On a dit de cette époque 1900-1914 qu'elle était l'âge d'or du féminisme. Voyez, c'est le féminisme de la première vague, très important, associations, ligues, journaux. Je pense au journal de Marguerite Durand qui s'appelait La Fronde, et qui était un journal d'un très grand intérêt. Bon, il se passe beaucoup de choses. Et puis d'autre part, il se passe des choses également dans le domaine de la conception même des rapports entre les sexes. La question de ce que nous appelons maintenant le genre commence à être véritablement discutée par des gens importants. Je pense à Otto Weininger, par exemple, qui écrit « Sexe et caractère ». Dans ce livre fameux, il dit « Il y a une hiérarchie des sexes. Les hommes, c'est plus. Les femmes, le féminin, c'est moins. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais certaines femmes pourront accéder au masculin. » Autrement dit, il maintient la hiérarchie, mais il ouvre la porte à quelques femmes d'exception qui pourront peut-être pénétrer jusqu'aux étages supérieurs de la hiérarchie des sexes. Et puis chez Georges Simmel aussi, on trouve beaucoup d'écrits de réflexion sur la différence des sexes. Simmel dit il y a un féminin, il y a un masculin. Alors lui, il revalorise le féminin en disant que la culture féminine, c'est quelque chose de très intéressant, qu'il faut absolument prendre en compte, que ça fait partie de la société. Bien entendu, dit-il, ça ne vaut pas le masculin, ça c'est sûr. Mais quand même, ça vaut la peine de le prendre en considération. Autrement dit, cette période 1900-1914 est une période d'une très grande richesse pour la question des rapports entre les sexes qui change véritablement. Dans la guerre, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, dans un premier temps, l'ordre des sexes est rétabli, il est triomphant. Les hommes au front, debout, combattant dans leur rôle. Après tout, l'homme soldat, c'est le summum de la virilité, surtout qu'au début de la guerre, il est debout. Après, il faudra apprendre à ramper dans les tranchées, ça sera très difficile d'ailleurs pour le corps des soldats. Les femmes, à l'arrière, aidant les hommes, les accueillant, les suppléant, mais toujours en position évidemment seconde. Donc l'ordre des sexes semble rétabli et au fond tout le monde adhère. Les hommes et les femmes de cette époque, c'est leur devoir et ils adhèrent évidemment à ce modèle. Mais la guerre dure longtemps.
elle a des effets. Elle a des effets, par exemple, démographiques, sur lesquels je ne peux évidemment m'étendre beaucoup. La guerre a accentué la crise démographique qui était apparue dans les années 1900-1914. Il y a eu une chute des mariages, évidemment. Encore que tout de suite au moment de la guerre, il y a eu beaucoup de mariages un peu précipités. On était fiancés, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, on se marie. On supprime même les bancs, allez, on se marie. Mais à terme, ça a tout de même retardé. Pendant la suite de la guerre, on s'est marié beaucoup moins. C'était d'ailleurs très compliqué. Le gouvernement avait instauré un mariage par procuration. Mais ce mariage par procuration n'a pas marché du tout, parce que c'était déplaisant au possible que de voir quelqu'un qui ne serait pas son mari et lui dire oui. C'était quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Évidemment, chute des naissances, vous pouvez l'imaginer, donc quelque chose de très dur. Et puis, la séparation des sexes. Plus de 3 millions d'hommes sont partis en 15 jours. En 15 jours, le paysage quotidien, le paysage du village, de la ville, tout est bouleversé. Et il faut vivre avec, il faut faire avec. Et alors la cité, évidemment, va s'installer, et nous allons voir comment les femmes vont essayer, en effet, d'assumer les rôles divers et variés qu'occupaient les hommes. Mais tout de même, comment maintenir un rapport entre ces sexes désormais séparés? Rôle de la correspondance. Une fois de plus, on revient sur le rôle majeur de la correspondance, dont Clémentine Vidal-Naquet nous montre bien que, d'une certaine manière, la correspondance, elle le dit, a banalisé la tragédie. Elle a banalisé parce qu'elle a aidé les gens à la vivre dans ces lettres quotidiennes, pour beaucoup, que s'adressaient les soldats à leurs femmes et les femmes à leurs maris au front ou à l'arrière. De quoi est-il question? Il est question des combats, mais attention, les soldats ne doivent pas dire trop de choses. Ils doivent notamment ne pas dire où ils sont, en principe, pour que les opérations n'apparaissent à personne. Ils doivent taire la tragédie pour ne pas démoraliser l'arrière. Alors, de quoi parlent-ils? De leur quotidien, du couchage, des poux, de la boue, de la nourriture, de la joie que constituent les colis, très importants, qui arrivent, des lettres. Quand une lettre tarde trop, c'est le drame, c'est la dépression. Même Louis Pergaud, qui est très sûr de Delphine, son amour, quand 2 jours, 3 jours se passent sans lettre, il lui écrit, il la morigène. Il lui dit « Mais enfin, tu n'as que ça à faire et tu ne m'écris pas. » En réalité, c'est le courrier qui n'a pas bien marché la plupart du temps. Donc il y a une anxiété considérable autour de tout cela et en même temps une possibilité de vivre les choses à travers la correspondance. Et puis, la correspondance joue un rôle amoureux. Car ces hommes qui écrivent aux femmes, quand ils les aiment, quelquefois, il y a aussi beaucoup d'indifférence, quelquefois. Ou quelquefois aussi, on n'ose pas parler. Mais il y en a beaucoup qui osent. Et qui osent probablement parler d'amour d'une manière qu'ils n'auraient jamais faite oralement. Et là, la guerre a joué un rôle très important dans l'intimité, dans l'expression de l'intimité, et même dans l'intimité mise à jour. Je reprends l'exemple de Louis Pergaud, car on ne peut pas donner 1000 exemples. Au début, il dit à Delphine qu'elle lui manque beaucoup, qu'il aimerait tellement être auprès d'elle. Et puis, je fais des baisers sur tes yeux. Un peu plus tard, je fais des baisers sur ta bouche, ton cou, ton ventre. Il lui parle d'étreinte très forte et répétée. Il lui demande, je cite, « un baiser passionné et chaud, comme tu sais me les donner, et dont j'ai une si vive nostalgie maintenant à toute heure. Quelles étreintes, je te promets, ma gamine bien chère, et avec quelle ardeur je te caresserai, je te cajolerai, et oui, peut-être
aurons-nous enfin le bébé que nous espérons? Autrement dit, à travers la correspondance, il y a donc tout cet échange amoureux. Et Louis Pergaud, qui est en même temps témoin, en même temps qu'il est acteur, dit que il parle des correspondances que ses camarades adressent à leurs femmes. Quelquefois, il les trouve trop érotiques. Il écrit, alors ça, il dit pas trop ça à Delphine, parce que quand même, pudeur gardée. Mais un de ses copains, il lui dit, écoute, c'est incroyable ce que les époux peuvent s'écrire. Enfin, c'est inimaginable. Et je ne ferai pas la citation, elle est même très crue d'un certain point de vue. Et il dit que probablement, quand les poilus seront en Allemagne, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils pourraient faire au Gretchen. N'est-ce pas? Et là, il y a une évocation assez terrible, d'ailleurs, de l'idée que le viol pourrait être une compensation et que le corps des femmes, au fond, peut être un enjeu de guerre. Mais ça, nous savons très bien, ça a été très, très étudié. Alors, voilà pour la guerre elle-même. Évidemment, il faudrait que je parle, mais je n'ai pas le temps, du travail. Les femmes sont entrées plus qu'avant au travail, notamment dans des lieux qui ne leur étaient pas familiers. Par exemple, les grandes usines métallurgiques. Ça, c'était vraiment un travail masculin, un travail d'homme. Et là, elles entrent dans des usines pas encore taylorisées. Le taylorisme, ce sera après, mais déjà très organisées, très rationalisées. Et à la limite, l'organisation des usines est venue aussi avec cette incorporation des femmes dans le processus industriel. Et puis, elle remplace les hommes partout, à la charrue, en agriculture. Elle les remplace aussi dans les écoles, les institutrices qui viennent à la place des instituteurs, etc., etc. Donc, une entrée massive des femmes dans le domaine du travail. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça va laisser? Qu'est-ce que ça va laisser? Je ne pourrais l'évoquer que très brièvement, car je ne crois pas qu'il me reste beaucoup de temps. Non, pas du tout. Bon. Alors, donc, je ne vais l'évoquer qu'en résumé. Le premier effet de la guerre, ça a été les désastres. Désastres de la guerre, 700 000 tués, 2 800 000 blessés, les gueules cassées, la destruction des corps et les corps des jeunes gens. Ça a été les veuves. Ça a été véritablement une société totalement ravagée par la guerre. Et là-dessus, évidemment, il faudrait pouvoir développer beaucoup. Ça a été aussi une espèce de déséquilibre dans les rapports entre les sexes. Par exemple, les divorces n'ont jamais été aussi nombreux qu'au retour de la guerre. Ces hommes et ces femmes qui se retrouvent, quelquefois ne se reconnaissent plus. Un écrit « Quand j'ai retrouvé ma femme, je n'ai pas reconnu ses yeux ». La distance est telle que... Et puis les hommes ont vécu des choses trop dures. Ils ne comprennent plus ce qui se passe à l'arrière. Donc il y a énormément de divorces. Et, fait exceptionnel, des divorces demandés par des hommes. Généralement, c'est les femmes qui demandent le divorce. Et là, ce sont à 66%, dans ces années d'après-guerre, demandés par des hommes. Alors, ceci dit, ça va se rétablir rapidement, l'équilibre démographique va se rétablir rapidement, et la démographie va se retrouver dans les années 1925 à peu près à la normale. Bon, alors, autre chose qu'il faudrait développer, mais que je ne peux qu'énoncer, c'est l'espèce de désir de bonheur qu'il y a eu dans les années 1920, et c'est pourquoi on les a appelées, les années 20-25, les années folles. Les années folles où ceux qui ont subsisté, en quelque sorte, alors eux, ils veulent vivre. Ils veulent vivre, les hommes comme les femmes, ils veulent vivre à tout point de vue, leur corps, leur sexualité, leur indépendance. Les femmes n'ont pas du tout l'intention, du moins dans les classes moyennes, à la campagne c'est très différent, de se laisser faire. Elles veulent véritablement continuer à vivre très librement. Donc il y a en effet beaucoup de changements
l'homosexualité s'est beaucoup développée à cette époque-là, et on ose en parler, hein, à Berlin, à Londres, à Paris. C'est une homosexualité qui avait été parfois vécue dans les tranchées, parfois comme sexualité de substitution, et quelquefois, pour certains, comme une découverte d'une sexualité, au fond, dont on découvre qu'elle est la sienne. Bon, donc tout ça, ça fait des changements extrêmement importants, et les années d'après-guerre sont des années où le rapport entre les sexes cherche, sans se trouver toujours, mais avec des tentatives de tous les côtés. Alors pour conclure, et vraiment la conclure, on pourrait dire que plus qu'ils n'ont été bouleversés, les rapports entre les sexes ont été infléchis, hein, dans des directions qui se dessinaient avant la guerre, je pense. Hein. Il y avait des tas de changements avant-guerre. Alors la guerre a d'abord freiné, puis ensuite elle a précipité ces changements-là. Hein. Mais dans un mouvement beaucoup plus général. Et d'ailleurs, il y a un très étrange contraste, et ça pour l'historien, l'historienne, c'est quelque chose de très troublant, entre l'individuel et le collectif. La guerre a bouleversé des vies qui ne s'en sont jamais remises. Jamais. Et on vit bien les drames des gens. Mais la société a évidemment beaucoup plus de plasticité. Et l'analyse même des courbes démographiques avec ces espèces de déséquilibre, puis ensuite d'équilibre retrouvé, est tout à fait éloquente. Et oui, la société est inhumaine et elle cherche à faire guérir de la guerre. Mais guérit-on jamais de la guerre? Et a-t-on jamais guéri de la Grande Guerre? Je ne le pense pas. Voilà.